J'ai fait irruption par la double porte de la grande demeure de style normand de mes parents. L'air du soir collant à mes cheveux trempés par la pluie. La lumière du lustre en cristal m'a frappé au visage, m'aveuglant un instant alors que je trébuchais dans leur hall d'entrée en marbre. Mes yeux gonflés ont balayé la pièce bondée où des flûtes de champagne s'entrechoquaient sur fond de musique classique. C'est maman qui m'a repéré la première. Son sourire s'est figé, puis s'est transformé en une grimace aux lèvres pincées, alors qu'elle s'excusait auprès d'un groupe d'invités bien habillés. Elle a glissé vers moi dans sa robe de soie bleu marine, des perles brillant à son cou. « Vanessa, pas maintenant. Nous avons des invités !» a-t-elle sifflé, sa main parfaitement manucurée, agrippant mon coude. La fête de fiançailles de Benoît n'est pas le moment pour quoi que ce soit. Papa est apparu à ses côtés, la mâchoire serrée sous sa barbe argentée. « Allons régler ça en privé !» a-t-il marmonné, me dirigeant vers son bureau tout en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule au regard curieux. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd. Je me tenais, tremblante, sur le tapis perçant, l'eau de mon manteau s'égouttant sur le parquet ciré. Les yeux de maman suivaient chaque goutte, comme si je souillais une pièce de musée. Zoé s'est effondrée à l'école aujourd'hui, ai-je dit, ma voix se brisant. Ils l'ont transportée d'urgence à l'hôpital de Lyon. Papa a changé de pied. Elle va bien? Non. Le mot est resté en suspens entre nous. Elle a une malformation cardiaque congénitale. Le médecin a dit que sans une opération dans les prochaines 48 heures, elle pourrait... Ma gorge s'est nouée autour de l'impensable. La main de maman s'est posée sur sa poitrine. Oh mon Dieu! Eh bien, sûrement que ta mutuelle... Je n'ai pas de... Mutuelle en ce moment? Ai-je murmuré. L'entreprise a des difficultés. Je comptais m'inscrire le mois prochain quand le paiement du nouveau client arriverait. Le visage de papa s'est durci. Combien? 95 000 €. J'ai forcé les mots à sortir. J'ai tout essayé. L'échéancier de paiement de l'hôpital ne couvre qu'une fraction. La banque n'approuvera pas un prêt d'urgence sans garantie. Je suis tombée à genoux, une chose que je m'étais juré de ne plus jamais faire devant eux. Je n'ai jamais rien demandé. Pas quand Marc a perdu son emploi. Pas quand le toit fuyait. Pas quand j'avais besoin de fonds pour démarrer mon entreprise. Mes mains tremblaient alors que je tendais la main vers le pantalon parfaitement repassé de maman. « S'il vous plaît, aidez-moi à la sauver. C'est votre petite fille. » Les yeux de papa se sont tournés vers maman. Une conversation silencieuse s'est déroulée entre eux. Une de celles que j'avais vues toute ma vie sans jamais en faire partie. Maman a soupiré, ses épaules s'affaissant légèrement. Nous ne pouvons tout simplement pas, Vanessa. Le mariage de Benoît est dans 3 mois. Nous nous sommes déjà engagés à couvrir les frais. Quels frais pourraient possiblement... Toujours en train d'essayer de me voler la vedette, ma sœur? La voix de Benoît a traversé la pièce alors qu'il s'appuyait contre le cadre de la porte, une flûte de champagne pendant entre ses doigts. Sa fiancée Laurine planait derrière lui, sa bague en diamant captant la lumière. « Pas maintenant, Benoît, » ai-je commencé, mais papa m'a interrompu. Nous avons déjà versé 230 000 € pour le lieu, le traiteur et le voyage de noces, a-t-il expliqué, comme s'il discutait d'un investissement commercial raisonnable. Des acomptes non remboursables. Mon esprit a flashé sur la chambre d'hôpital que j'avais quittée il y a à peine 1 heure. Le petit corps de Zoé englouti par des draps blancs. Le masque à oxygène s'embuant à chaque respiration laborieuse. Le dessin au crayon de cire serré dans sa main. Des bonshommes allumettes étiquetés « Maman »,« Papa »,« Moi »,« Mamie »,
et papy. Le délai compatissant mais ferme du docteur Chevalier. Nous avons besoin de la confirmation du paiement d'ici demain après-midi pour programmer l'opération. Je les ai regardés, ces étrangers portant les visages de mes parents. Papa a consulté sa montre. À travers la porte, des rires s'élevaient de la fête. Peut-être aurais-tu dû mieux t'organiser, a murmuré maman en ajustant son bracelet, un héritage familial qu'elle m'avait promis un jour. Il y a des conséquences aux mauvaises décisions financières, Vanessa. Je me suis relevée lentement, quelque chose se durcissant en moi à chaque seconde qui passait. Le désespoir qui m'avait amené ici s'est transformé en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Ma fille pourrait mourir et vous vous inquiétez pour une fête? Ma voix ne ressemblait plus à la mienne. Benoît a reniflé en faisant tourner son champagne. Toujours aussi dramatique. Prends une meilleure mutuelle la prochaine fois. Certains d'entre nous ont de vrais projets pour leur avenir. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais le poignet de maman. J'ai défait le bracelet en saphir, celui que ma grand-mère lui avait donné, celui qu'elle agitait comme une récompense pour ma bonne conduite tout au long de mon enfance. « Reprends-le », ai-je dit, le plaçant dans sa paume et refermant ses doigts dessus. Je trouverai un autre moyen. Papa s'est raclé la gorge. « Vanessa, sois raisonnable. » J'ai redressé ma colonne vertébrale, les épaules en arrière, le menton levé. Je n'ai jamais vu les choses aussi clairement de ma vie. En traversant la foule d'invités qui chuchotent, taillant, j'ai senti leurs yeux dans mon dos. Quelqu'un a murmuré « Pauvre Gérard et Monique, ça doit être la fille à problème ?» Un autre a répondu « Quel dommage de venir semer le trouble lors de la soirée spéciale de Benoît. » L'air de la nuit m'a frappé au visage en sortant, mais je ne sentais plus le froid. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marc. Des nouvelles? J'ai regardé en arrière les fenêtres illuminées du manoir de mes parents. La voix de Zoé, 6 ans, a résonné dans mon esprit. Mamie et papy ont la plus grande maison du monde. Est-ce qu'ils nous aiment aussi grand que ça? J'ai tapé ma réponse. Non, mais nous la sauverons quand même. Et je ne frapperai plus jamais à cette porte. Je faisais les 100 pas dans notre cuisine à minuit, le combiné du téléphone fixe pressé contre mon oreille, la voix rauque après des heures de supplication. Les chiffres rouges de l'horloge numérique se moquaient de moi 46 heures avant la date limite du docteur Chevalier. « S'il vous plaît », murmurai-je au conseiller de la banque. « La vie de ma fille dépend de cette opération. » « Je suis désolée, Madame Martin. Sans garantie ou un meilleur dossier de crédit. » La ligne a été coupée. Encore un refus. Je me suis affalée contre le réfrigérateur où les dessins au crayon de cire de Zoé étaient suspendus par des aimants en forme de lettres. Sa dernière création montrait des bonshommes allumettes se tenant la main sous un soleil jaune. Dans le coin, elle avait dessiné un cœur rouge avec des lettres tremblantes. « Je heart maman ». Marc est entré dans la cuisine, les yeux creusés par l'épuisement. Il a posé un chèque froissé sur la table. « 7 500 €, a-t-il dit doucement. Dubois a finalement acheté la déesse. J'ai fixé le chèque. Marc avait restauré cette Citroën DS de 1967 pendant 3 étés, travaillant le week-end pendant que je montais mon entreprise. Le cadeau d'anniversaire de son père quand il avait eu 16 ans. « Marc, tu adorais cette voiture. » Il a pris ma main, son pouce calleux traçant des cercles sur ma paume. « J'aime Zoé plus que tout. » J'ai ajouté le chèque à notre pile. Nos économies, le retrait anticipé du plan d'épargne entreprise de Marc, l'argent de la voiture. Il manquait encore 23 000 €. J'ai laissé tomber ma tête sur la table. Ce n'est pas assez. Les bras de Marc ont entouré mes épaules. Nous trouverons un moyen.
La sonnette a retenti à 6h13 du matin. J'ai titubé pour répondre, portant encore les vêtements de la veille. La lettre de refus du prêt immobilier était collée à ma joue, arrachée par l'électricité statique en ouvrant la porte. Thomas et Denise Durand se tenaient sur notre porche. Les parents de Marc. Le visage buriné de Thomas était sombre sous sa casquette de travail délavée. Denise serrait un sac à main, en cuir usé contre son chemisier à fleurs. Thomas. Denise. Ma voix s'est brisée. Il est tôt. Thomas s'est raclé la gorge. On peut entrer? Dans notre salon, ils se sont assis maladroitement sur le bord du canapé. Les mains rugueuses de Thomas tripotaient en sa casquette. Les yeux de Denise se sont posés sur la photo de Zoé sur la cheminée, son sourire édenté, ses couettes blonds vénitiens. Marc est apparu de la chambre, la surprise se lisant sur son visage. « Maman? Papa? Qu'est-ce que vous faites ici? » « On a entendu ce qui s'est passé, » a dit Thomas, sa voix bourrue s'adoucissant. « On a appelé 3 fois sur ton portable. »« Plus de batterie, » a marmonné Marc, passant une main dans ses cheveux en désordre. Denise a cherché dans son sac. « Comment va notre petite fille? »« Stable, » ai-je répondu, la terminologie médicale amère sur ma langue. « Pour l'instant ?» Thomas s'est agité, ses bottes éraflant notre tapis usé. On avait le chalet en Savoie. J'ai cligné des yeux, confuse. Le chalet, leur rêve de retraite. Une structure d'une seule pièce sur 2 hectares de forêt de pins que Thomas avait construite de ses propres mains il y a 20 ans. « Et alors ?» a demandé Marc. Thomas a échangé un regard avec Denise. « On l'a vendu. On en a eu un bon prix. »« Vous avez fait quoi ?» La voix de Marc s'est élevée. « Papa, ce chalet, c'était toute ta vie. »« Non !» Les yeux de Thomas, du même brun profond que ceux de Marc, sont restés fermes. « La famille, c'est toute notre vie. » Denise a ouvert son sac, en a sorti une enveloppe et l'a posée sur notre table basse. 35 000 €? La pièce est devenue floue alors que les larmes remplissaient mes yeux. J'ai fixé l'enveloppe, incapable de bouger. Marc s'est agenouillé à côté de sa mère. « On ne peut pas accepter ça. »« Vous pouvez et vous le ferez, » a dit Denise fermement. C'est à ça que sert la famille. La salle d'attente de l'hôpital sentait l'antiseptique et le café brûlé. Je serrais le lapin en peluche de Zoé, sa fourrure usée par des années de câlins nocturnes. L'opération avait commencé il y a 3 heures. Les mains de Marc tremblaient alors qu'il signait les derniers formulaires financiers. L'administratrice de l'hôpital a hoché la tête, satisfaite de notre paiement improvisé. 45 000 €, 50 000 de notre part, 35 000 de Thomas et Denise, obtenus en moins de 48 heures après le refus de mes parents. Thomas et Denise étaient assis en face de nous, un thermos de soupe maison entre eux. Ils n'avaient presque pas parlé depuis leur arrivée, s'installant simplement pour la longue attente avec une détermination tranquille. L'heure 10 est passée, puis 12, 14. Quand le docteur Chevalier a finalement émergé, son calot chirurgical encore sur la tête, mon cœur est arrêté. Ses yeux fatigués se sont plissés. Elle va s'en sortir. Mon téléphone a vibré une semaine plus tard. Un texto de Benoît. Maman veut savoir si Zoé a survécu. Aussi, tu as semé le trouble à mon dîner de fiançailles. J'ai fixé l'écran. Un autre texto est arrivé. Papa a dit au Martin que tu étais trop irresponsable pour te payer une bonne mutuelle. L'icône de ma messagerie vocale clignotait. La voix de Gérard a rempli mon oreille. Tes actions nuisent à la réputation de cette famille. Je l'ai effacé sans écouter le reste. Le courrier est arrivé cet après-midi-là, une enveloppe crème avec un gaufrage doré. Le faire-part de mariage de Benoît et Laurine
adressée uniquement à Vanessa. Aucune mention de Zoé, aucune mention de Marc. Dans la chambre d'hôpital de Zoé, Thomas était assis à côté de son lit, lui apprenant à lancer une ligne de pêche imaginaire. Son bras meurtri par la perfusion suivait ses mouvements. « Quand tu iras mieux, a-t-il promis, on t'emmènera au bord d'une vraie rivière. » Zoé a gloussé. « Je pourrais attraper un requin ? » ?»« Commence par une truite, » a dit Thomas avec un clin d'œil. « On verra pour la suite. » Denise est entrée avec un autre plat de ragoût maison. Elle avait apporté un repas différent chaque jour, remplissant notre réfrigérateur de boîtes étiquetées de nourriture réconfortante. Marc est entré derrière elle, les bras chargés de courses. Il s'occupait de la garde des enfants, des tâches ménagères et soutenait mes clients pendant que je veillais à l'hôpital. Je les ai regardés, ce cercle d'amour autour de ma fille. Pas de vêtements de marque ou d'abonnement à un club de golf. Juste une présence inébranlable quand cela comptait le plus. La vérité s'est installée dans ma poitrine. Ce n'est pas le sang qui fait la famille, c'est l'amour. Entre les traitements de Zoé, je dessinais de nouveaux projets à son chevet. Mes employés passaient avec des repas et des nouvelles des projets qu'ils couvraient en mon absence. Les clients envoyaient des fleurs. Les voisins organisaient des tournées de repas. Les collègues de Marc lui donnaient des jours de congé pour qu'il puisse rester plus longtemps à la maison. Cette petite communauté nous enveloppait comme un bouclier protecteur. J'ai consigné chaque gentillesse dans le journal de Zoé, preuve que la bonté existe au-delà des murs du manoir de mes parents. Pendant que Zoé dormait, je me suis fait une promesse. Je ne serai plus jamais vulnérable comme ça, ni financièrement, ni émotionnellement. Et quand je renaîtrai de ces cendres, je me souviendrai de qui était là pour attiser les flammes de l'espoir et de qui nous a laissé brûler. La lampe de bureau projetait un halo autour de mes croquis alors que minuit approchait. Mes yeux brûlaient. 3 tasses de café froid formaient une demi-lune autour de mon espace de travail, victime de ma concentration. À travers l'embrasure de la porte, Zoé dormait sur le canapé-lit, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant sous son pyjama de super-héroïne préférée, un cadeau de Thomas après son opération il y a 4 mois. J'ai étiré mes doigts endoloris et jeté un coup d'œil au calendrier mural où des croix rouges avançaient à travers les jours. Le paiement du prêt immobilier, 2 semaines de retard. La facture d'électricité, dernier avis. Les fournitures de dessin, débitées sur la carte de crédit déjà au maximum à cause des frais d'hôpital. Mais nous étions toujours là, toujours en train de nous battre. La cicatrice sur la poitrine de Zoé était passée d'un rouge vif à un rose pâle. Son rire remplissait à nouveau notre appartement. Les cauchemars de moniteurs qui bipent et de masques à oxygène avaient presque cessé. Pour elle, en tout cas. Sur la table à dessin, mes créations pour la proposition des hôtels Equinox dansait devant mes yeux fatigués. Une chaîne de boutiques hôtels locaux, 7 établissements, une refonte complète de l'aménagement intérieur. Budget, 1 800 000 €. Concurrence, 3 entreprises établies avec des portfolios impressionnants et de vrais bureaux, pas des tables de cuisine faisant office d'espace de travail. Mon téléphone a vibré. Le texto de Marc disait « Ne reste pas debout toute la nuit. Il serait fou de ne pas te choisir. » J'ai failli le croire. J'ai repensé à notre situation précaire, la fragilité de notre équilibre. Chaque jour était une victoire, mais chaque nuit apportait son lot d'angoisse. Le projet Equinox n'était pas seulement un contrat, c'était une bouée de sauvetage, une chance de reconstruire sur des bases solides, loin de la charité et du désespoir. C'était l'opportunité de prouver, à moi-même avant tout, que la femme qui avait supplié à genoux n'était plus là. Elle avait été remplacée par une architecte, une mère, une survivante. Le poids de cette attente était immense, mais sous ce poids, une nouvelle force grandissait.
C'était la force née du refus, forgée dans l'incertitude et trempée par l'amour inconditionnel de ceux qui étaient restés. Chaque ligne que je traçais sur le papier n'était pas seulement un plan pour un hôtel, c'était une ligne de défense contre l'avenir, un rempart contre le passé. Zoé a toussé dans son sommeil, et mon cœur a fait un bond, un réflexe post-traumatique qui s'estompait lentement. Je me suis levée, je me suis approchée doucement, et j'ai posé ma main sur son front. Il était frais. Elle respirait paisiblement. Ce souffle régulier était la seule validation dont j'avais besoin. Je suis retournée à ma table, une nouvelle détermination dans le regard. Pour elle, je construirais des empires. Tu as l'air d'en avoir plus besoin que moi, a dit Denise en M, étendant une tasse de café fumant le lendemain matin. Elle et Thomas étaient arrivés à l'aube, prêts à jouer les grands-parents, pendant que je me préparais pour la présentation la plus importante de ma carrière. Thomas était déjà par terre avec Zoé, l'aidant à construire un fort avec les coussins du canapé. Son arthrite devait le faire souffrir atrocement, mais il n'en dirait jamais un mot. « Et si je rate tout ?» ai-je murmuré à Denise, la voix étranglée par l'émotion. Ses mains burinées ont encadré mon visage. « Alors tu trouveras une autre opportunité. Mais tu ne rateras rien. » Elle a redressé le col de mon blazer. « Tu me rappelles le cornouiller devant notre première maison ? Une tempête l'a couché, mais il a repoussé plus fort, avec un angle différent, mais encore plus beau. » Thomas a levé les yeux de son fort. « Épate-les, ma grande. » Zoé a couru vers moi, s'enroulant autour de mes jambes. « Fais de jolis bâtiments, maman. » Je me suis accroupie, tenant ses petites épaules. « Je serai de retour avant le dîner. »« Papy prépare ses fameux spaghettis, » a-t-elle dit avec une importance solennelle. Je l'ai embrassée sur le front, respirant son odeur de petite fille, un mélange de shampoing à la fraise et de pâte à modeler, puis je me suis levée pour affronter la journée. La salle de conférence des hôtels Equinox était intimidante avec son mur de fenêtres donnant sur le centre-ville de Lyon. 5 dirigeants en costume sur mesure examinaient mon modeste portfolio pendant que j'installais ma présentation. Mes mains tremblaient légèrement alors que je disposais les échantillons de matériaux sur la table brillante. Je sentais leur regard sceptique, le poids de leurs attentes. Mon équipement semblait amateur comparé à l'environnement high-tech de la salle. Mon ordinateur portable était un modèle ancien et mon projecteur portable avait l'air d'une relique. Ma sœur, mes idées, elle, était neuve, vibrante et profondément humaine. J'ai pris une grande inspiration, me rappelant les nuits blanches, le sacrifice de Marc, la confiance inébranlable de ses parents. Je n'étais pas seule dans cette pièce. Ils étaient tous là, en esprit, me prêtant leur force. Je portais leurs espoirs sur mes épaules, et cela, loin de m'écraser, me donnait une stature que je ne savais pas posséder. Leur amour était mon armure, leur sacrifice était mon meilleur argument de vente. J'ai redressé les épaules, mon trac se transformant en une détermination farouche. Je n'allais pas leur présenter un projet. J'allais leur raconter une histoire, notre histoire, traduite en murs, en lumière et en espace. « Madame Martin, » a commencé le PDG, « votre agence est considérablement plus petite que les autres que nous envisageons. » Il a jeté un coup d'œil à ma proposition. « En fait, je ne vois aucune trace d'une agence. Juste, vous. » La température de la pièce a chuté de 10 degrés. Je me suis forcée à croiser son regard. « Actuellement, oui. Mais cela est sur le point de changer. » Un silence sceptique s'est installé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Les hôtels ne sont pas seulement des endroits où l'on dort, ai-je dit, dévoilant mes panneaux de concept. Ce sont des lieux où les gens s'abritent pendant les moments les plus importants de la vie,
la première nuit d'une lune de miel, les réunions de famille, les triomphes professionnels, parfois même le deuil. Le téléphone de la directrice marketing a vibré. Elle y a jeté un œil et a ignoré la notification. J'ai continué malgré le sentiment de malaise qui m'envahissait. La différence entre un séjour oubliable et un séjour mémorable ne réside pas dans le nombre de fils des draps ou la taille du hall. C'est de savoir si un espace a été créé pour des êtres humains ou pour des photographies. J'ai révélé mes créations pièce par pièce, des espaces avec des coins lecture secrets, des suites familiales avec des attentions pensées pour les enfants, des chambres d'affaires avec un éclairage réglable pour combattre la fatigue du décalage horaire. Le directeur financier a consulté sa montre. C'était le moment de jouer ma dernière carte. J'ai sorti des photos du chalet de Thomas et Denise en Savoie, avant et après ma rénovation. L'année dernière, mes beaux-parents ont vendu leur chalet pour aider à payer l'opération du cœur de ma fille, après que mes propres parents aient refusé de nous aider. Quand ma fille s'est rétablie, j'ai redessiné leur nouvelle maison pour les remercier. La pièce est devenue silencieuse. Même le directeur financier a levé les yeux. Je n'ai pas seulement remplacé ce qu'ils avaient un bout perdu. J'ai construit ce qu'ils méritaient. Un espace qui honore qui ils sont. J'ai montré les détails. Le rangement sur mesure pour les cannes à pêche, l'îlot de cuisine dimensionné pour que Denise puisse faire ses tartes, le siège de fenêtre parfaitement orienté pour que Thomas puisse observer les oiseaux. Voilà ce que je fais. Je crée des espaces qui se souviennent des humains qui les habitent. Le PDG s'est penché en avant. Pourquoi méritez-vous ce contrat, Madame Martin? La question flottait dans l'air. J'ai pensé à Zoé dans son lit d'hôpital. À Thomas construisant des forts avec des coussins. À Marc vendant sa Citroën DS de collection sans hésiter. Parce que j'ai appris ce qui compte vraiment, ai-je répondu simplement. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. La notification a retenti 3 jours plus tard, alors que je faisais la vaisselle après le dîner. Marc a interrompu sa phrase, observant mon visage pendant que je vérifiais mon téléphone. Les hôtels Equinox ont le plaisir de vous informer que nous avons accepté votre proposition. Livraison du contrat demain. Phase initiale de 1,8 million d'euros. Le téléphone a glissé de mes doigts. Marc l'a rattrapé, a lu l'écran et a poussé un cri de joie qui a fait accourir Zoé de sa chambre. Il m'a soulevé du sol, me faisant tourner en rond pendant que je pleurais et riais en même temps. Zoé dansait autour de nous, prise dans notre jubilation sans en comprendre la source. On a réussi, ai-je soufflé à l'épaule de Marc. On a vraiment réussi. 6 mois plus tard, je me tenais à l'entrée de mon propre bureau. Pas un coin du salon, pas un bureau emprunté dans l'immeuble de quelqu'un d'autre. Studio de design Martin, gravé sur le verre dépoli de la porte. Derrière moi, 3 designers travaillaient à leur poste. L'expansion à Marseille était prévue pour le mois suivant. 4 autres embauches en attente. Mon téléphone a vibré avec un texto de Benoît. J'ai entendu parler de ton succès. Maman et papa parlent de te recontacter. Je pensais que tu devais le savoir. Je l'ai effacé sans répondre. Un paquet se trouvait sur mon bureau. À l'intérieur, une photo encadrée de Thomas, Denise, Marc, Zoé et moi sur le porche de leur nouveau chalet, 2 fois plus grand que celui qu'ils avaient sacrifié. Mon premier achat important après le contrat Equinox. Un autre texto est arrivé. Papa s'interroge sur une opportunité d'investissement familial. Pour ton information, je souris en pensant à l'interview que j'avais donnée au magazine la veille. Le journaliste semblait particulièrement intéressé par la façon dont j'avais bâti mon entreprise sans soutien familial. Le téléphone de mon assistante a sonné. Elle m'informait que l'entrepreneur de Marseille était sur la ligne 1. « Prenez un message », lui ai-je dit. Je rentre tôt pour la fête d'anniversaire de ma fille. J'ai rassemblé mes affaires, regards,
herdant une dernière fois la photo sur mon bureau. Thomas et Denise nous attendraient à la maison, aidant Marc avec les décorations. Les amis d'école de Zoé arriveraient à 4 heures. Ses vrais grands-parents, comme elle les appelait, avaient prévu une chasse au trésor dans le jardin. Plus tard, une fois le gâteau mangé et les cadeaux ouverts, Marc m'a trouvé sur les marches du perron. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi. J'ai regardé notre maison, remplie de rire et de lumière. J'ai regardé les gens qui avaient été présents quand cela comptait le plus. Nous avons construit ça ensemble, lui ai-je dit en prenant sa main. Nous tous. Mon téléphone a vibré contre le plan de travail en marbre de ma cuisine. Une notification de LinkedIn. Je l'ai ouverte, puis je me suis figée. C'était là, mon visage me regardant depuis la couverture numérique du magazine Capital. Le titre disait « Renaître de C.S. Andrés. Comment une tragédie a déclenché une révolution dans le design ?» Le nœud dans mon estomac s'est resserré, puis s'est relâché. 3 ans de travail, de sang et de larmes capturées en une seule image glacée. Marc est arrivé derrière moi, ses mains chaudes sur mes épaules. « C'est réel », a-t-il murmuré. « C'est réel », ai-je répété, la voix étranglée. J'ai fait défiler jusqu'à la citation qu'ils avaient mise en évidence en gras. Mes propres parents ont laissé ma fille souffrir pour une fête. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le sang ne définit pas la famille. La vérité était là, sans déguisement et brute. Les mots que j'avais prononcés pendant l'interview sans sourciller. Pas de pseudonyme, pas de référence vague. Juste la réalité non vernie de cette nuit pluvieuse où mes parents avaient choisi le mariage de Benoît plutôt que la vie de Zoé. « Aucun regret ?» a demandé Marc, son pouce traçant des cercles sur mon haut. M'oplate. Pas un seul. Dans l'après-midi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. L'article avait été partagé plus de 20 000 fois. Des influenceurs du monde des affaires que j'admirais depuis des années louaient mon intégrité face à des choix impossibles. 3 invitations à des podcasts sont arrivées avant le déjeuner. « Maman, pourquoi ta photo est partout ?» a demandé Zoé, son petit doigt pointé vers l'écran de mon ordinateur portable où une autre notification de partage apparaissait. Je l'ai soulevée sur mes genoux, son cœur en bonne santé battant contre le mien. « Tu te souviens quand je t'ai dit que parfois, les histoires aident d'autres personnes à se sentir courageuses ?» Elle a hoché la tête, solennelle. À 9 ans, elle comprenait plus de choses que je ne l'aurais parfois souhaité. Eh bien, j'ai raconté notre histoire. Cette décision, de parler ouvertement, n'avait pas été facile. Des nuits entières, j'avais pesé le pour et le contre. L'envie de protéger Zoé de ce passé douloureux contre le besoin de donner un sens à notre souffrance. Finalement, j'avais choisi la vérité. Non pas comme une arme de vengeance, mais comme un phare. Un phare pour d'autres parents isolés, pour d'autres entrepreneurs luttant contre l'adversité, pour quiconque se sentait trahi par ceux qui auraient dû les protéger. C'était un risque, celui d'être jugée, d'être qualifiée de rancunière. Mais le silence aurait été une trahison plus grande encore. Une trahison envers Thomas et Denise, dont l'amour méritait d'être célébré. Et une trahison envers moi-même, la femme qui avait juré de ne plus jamais se laisser réduire au silence. La première retombée est venue d'une source inattendue, Hélène Durand, qui siégeait au même conseil d'administration caritatif que Monique. Elle m'a appelé directement. « Je ne sais pas si je devrais te dire ça », a-t-elle commencé, la voix bas, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Les Martin ne sont pas venus à la collecte de fonds du printemps? Gérard a prétendu qu'ils avaient un autre engagement, mais Elisabeth les a vus arriver au club de golf, puis faire demi-tour et repartir quand ils ont aperçu les Henderson. Je n'ai rien dit,
la laissant continuer. La rumeur dit que leur magasin de meubles a perdu 3 comptes d'entreprise le mois dernier. Les gens parlent, Vanessa. Et après cet article, je l'ai remercié pour l'appel, gardant ma voix neutre. Mais après avoir raccroché, je n'ai pas ressenti la vague de satisfaction que j'avais imaginée. Juste une sorte d'achèvement creux, comme si je tournais la dernière page d'un livre que j'attendais de finir depuis des années. Un texto de Laurine, la femme de Benoît depuis 2 ans, est arrivé ensuite. Je viens de lire ton histoire. Benoît ne m'avait jamais rien dit. Est-ce que c'est vraiment vrai? 2 jours, point. Plus tard, alors que j'examinais les plans pour notre expansion à Denver, mon assistante m'a interrompue avec des nouvelles du cousin de Marc qui travaille dans l'entreprise de Benoît. Il n'a pas eu la promotion, a-t-elle dit, les yeux écarquillés. Apparemment, son patron a lu l'article et a remis en question son caractère et son jugement. Benoît a piqué une crise, t'accusant de le saboter. J'ai regardé mon bureau en pleine croissance. L'équipe de 16 designers travaillant à leur poste, le mur de récompense pour nos conceptions d'établissements de santé, la déclaration de mission encadrée sur la création d'espaces qui guérissent. Rien de tout cela n'était construit sur la vengeance. Tout avait été construit sur les fondations que la crise avait révélées. Pendant l'été, notre entreprise a ouvert des bureaux à Denver et à San Diego. Le reportage dans Télématin s'est concentré non pas sur le drame familial, mais sur notre engagement à embaucher des parents célibataires et à fournir une couverture santé complète dès le premier jour d'emploi. Votre politique de mutuelle coûte plus cher que la norme du secteur, a souligné le journaliste. Cela ne réduit-il pas vos bénéfices? J'ai pensé à la cicatrice de Zoé, une fine ligne blanche sur sa poitrine. Certains coûts sont des investissements, pas des dépenses. Le premier gala de la Fondation pour le cœur a permis de récolter assez d'argent pour 12 opérations d'enfants. Thomas a prononcé un discours émouvant sur les secondes chances, ses mains burinées, agrippant le podium. Denise a pris des photos de tout, sa fierté rayonnant plus fort que les lustres de la salle de bal. Notre nouvelle maison était située sur un terrain d'1 hectare, juste à l'extérieur de la ville. 6 chambres, un studio pour mon travail de design, et une aile est construite spécialement pour Thomas et Denise. Les camions de déménagement étaient à peine partis que Zoé courait à travers la maison, découvrant chaque nouvelle pièce avec des exclamations et des rires. « Je vais pouvoir voir papy et mamie tous les jours », a-t-elle crié, revenant en courant pour serrer les jambes de Thomas, alors qu'il rangeait des livres sur une étagère. Marc observait depuis le seuil de la porte, les bras croisés, les yeux doux. Plus tard, il m'a trouvé sur le porche arrière et m'a tendu un verre de vin. « C'est toi qui as construit ça », a-t-il dit simplement. « Tout ça ?»« Nous l'avons construit », l'ai-je corrigé, me blottissant contre sa présence solide. Les nouvelles concernant Benoît sont arrivées par Laurine elle-même, se présentant à la porte de mon bureau sans rendez-vous. « J'ai demandé le divorce hier », a-t-elle déclaré, tournant la bague en diamant à son doigt. Après avoir lu ton article, j'ai commencé à voir les choses différemment. La façon dont il parlait de ses collègues, son mépris pour quiconque avait des difficultés. Puis j'ai trouvé des messages à une serveuse. Elle a secoué la tête. Ton histoire m'a donné du courage. 1 mois plus tard, une lettre d'information économique a rapporté que les meubles Palmer avaient déposé le bilan. Le lendemain, un ami agent immobilier m'a envoyé une annonce pour la demeure de mes parents, avec son hall en marbre et son lustre en cristal. Le prix de vente était bien en deçà de sa valeur. « Saisi », disait l'objet de l'email. J'ai supprimé l'email sans l'ouvrir. Les messages vocaux ont commencé en octobre. D'abord de Monique, sa voix tendue et contrôlée malgré les circonstances. Puis de Gérard, de moins en moins calme à chaque message. Je les ai écoutés une fois chacun, puis je les ai effacés, regardant les notifications disparaître une par une.
jusqu'au dernier, laissé à 23h47 un mardi. Vanessa, s'il te plaît. La voix de Gérard s'est brisée. Nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai écouté 2 fois. L'homme qui vérifiait sa montre pendant que je suppliais pour la vie de ma fille me suppliait maintenant d'attirer mon attention. J'ai posé le téléphone et je me suis dirigée vers la fenêtre, regardant les feuilles d'automne tomber en spirale sur le sol. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de rappel. C'était la confrontation que j'avais à la fois redoutée et désirée. Le cercle était sur le point de se refermer. Mais la femme qui se tenait près de la fenêtre n'était plus la même que celle qui avait fui cette maison sous la pluie. J'étais calme, mes émotions sous contrôle. Ce n'était plus une question de colère ou de peine, mais de conclusion. Il fallait un point final, non pour eux, mais pour moi. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées de mon bureau, projetant de longues ombres sur le marbre italien. J'ai ajusté la mallette en cuir noir sur mon bureau, la centrant parfaitement entre le presse-papiers en cristal et mon stylo Montblanc. Le poids de son contenu ne correspondait pas à son extérieur élégant. « Madame Martin ?» La voix de mon assistante a retenti via l'interphone. « Vos parents sont arrivés ? Faites-les entrer. » Ma voix semblait plus assurée que je ne me sentais. Les doubles portes se sont ouvertes et j'ai à peine reconnu les 2 personnes qui sont entrées. Les cheveux argentés de papa s'étaient clairsemés, ses épaules voûtées sous son blazer de grand magasin. Maman serrait son sac à main d'imitation, son maquillage autrefois parfait, appliqué d'une main tremblante. Leurs yeux parcouraient mon bureau. Observant le mobilier minimaliste, la vue sur le centre de Lyon, la preuve de tout ce qu'il n'était plus. Merci de nous recevoir, Vanessa. Papa a tenté de prendre sa voix de chef d'entreprise, mais elle s'est brisée sur les bords. Tu as très bien réussi. Maman a hoché la tête trop rapidement. L'article du magazine était charmant. J'ai désigné les chaises en face de mon bureau. Ils se sont assis à l'unisson, la chorégraphie des désespérés. Papa s'est raclé la gorge, se penchant en avant les mains jointes. La même posture qu'il utilisait pour négocier avec les fournisseurs. La famille devrait se serrer les coudes dans les moments difficiles. Nous avons des problèmes, ma chérie. La voix de maman a vacillé. La banque va saisir la maison. Nous devons près de 200 000 €. L'économie n'a pas été tendre avec les magasins de meubles traditionnels. Les yeux de papa se sont fixés sur un point juste derrière mon épaule. Les détaillants en ligne ont tout changé. Ton succès est remarquable, a ajouté maman, forçant une note de gaieté dans son ton. Nous avons toujours su que tu avais du potentiel. Le compliment répété est resté en suspens entre nous. Si seulement tu avais expliqué à quel point l'état de Zoé était grave, a dit papa, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Nous aurions peut-être mieux compris. C'est arrivé si vite, et avec les fiançailles de Benoît ce soir-là. Mon regard s'est tourné vers les photographies encadrées sur mon bureau. Une photo de Zoé dans son lit d'hôpital, ses petits doigts agrippant le lapin en peluche que Thomas lui avait donné. Le capteur du moniteur cardiaque encore visible sur son petit poignet. Un autre cadre montrait Thomas et Denise à la remise des diplômes de maternelle de Zoé, leurs visages burinés rayonnants. À côté, 3 récompenses en cristal de la Fondation pour le cœur des enfants que j'avais créée l'année précédente. Chaque objet sur ce bureau était un témoignage silencieux de la vérité. Un mémorial à la famille que j'avais choisie, pas celle dans laquelle j'étais née. Ces objets formaient une forteresse autour de moi, me protégeant des fantômes qui venaient de franchir ma porte. 3 ans, 2 mois et 14 jours, ai-je dit. Ils ont échangé un regard. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la soirée des fiançailles de Benoît. Papa s'est agité sur sa chaise. Vanessa. Il pleuvait. Je suis venue vous voir, trempée.
Mes chaussures grinçaient sur votre sol en marbre. Ma voix est restée calme, factuelle. Maman, tu as dit, nous ne pouvons tout simplement pas, Vanessa. Le mariage de Benoît est dans 3 mois. Son visage a pâli. Je ne pense pas que ce soient mes mots exacts. Papa, tu as expliqué que vous aviez déjà dépensé 230 000 € pour le mariage de Benoît, des acomptes non remboursables. Sa mâchoire s'est crispée. Ça, ce n'est pas... J'ai attrapé mon téléphone, tapoté l'écran avant de le poser sur le bureau. La voix de Gérard a rempli la pièce. Vanessa, tes décisions financières irresponsables ne sont pas notre problème. Benoît gère son argent correctement? Peut-être devrais-tu prendre des notes au lieu de demander l'aumône? Cela nuit à la réputation de cette famille. L'enregistrement a pris fin. Le silence s'est étiré entre nous. Avez-vous rendu visite à Zoé à l'hôpital, ne serait-ce qu'une seule fois? Ai-je demandé. Les yeux de maman sont tombés sur ses genoux. La gorge de papa s'est nouée sans un son. Les parents de Marc ont vendu leur chalet, leur rêve de retraite, pour aider à sauver leur petite fille. Thomas est resté assis dans cette salle d'attente pendant 14 heures d'affilée. Denise a appris à changer les bandages de Zoé et à surveiller ses médicaments. Ils ont été là. Je me suis levée, mes paumes à plat contre la surface froide de mon bureau. Savez-vous ce que Zoé m'a demandé après s'être rétablie? Pourquoi papy et mamie ne m'aiment pas comme papy Thomas et mamie Denise? Le mascara de Mam, haine a coulé, alors que des larmes striaient ses joues. D'une main ferme, j'ai fait glisser la mallette sur le bureau vers eux. Prenez-la, ai-je dit. Et partez. À partir de maintenant, je ne suis plus votre fille. Les doigts de papa tremblaient en ouvrant la mallette. À l'intérieur, des liasses de billets bien rangés remplissaient chaque recoin. 200 000 €, leur ai-je dit. Exactement ce dont vous avez besoin. Pas un centime de plus. Vanessa, a commencé maman. Ce n'est pas le pardon, l'ai-je interrompu. C'est la liberté. La mienne. Ils se sont levés lentement, papa agrippant la mallette comme une bouée de sauvetage. Leurs reflets se sont déformés dans le marbre poli alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, les épaules courbées sous le poids de leur honte. Quand les portes se sont refermées derrière eux, je suis restée debout jusqu'à ce que le soleil plonge sous l'horizon, peignant mon bureau d'âme et d'ombre. Mes doigts ont effleuré la photo de Zoé, puis celle de Thomas et Denise. Pendant des années, j'avais porté le poids de leur rejet comme des pierres dans mes poches, me tirant vers le fond. Plus maintenant. C'est enfin terminé, ai-je murmuré à la pièce vide. Et pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse, j'ai senti la vérité de ces mots dans mes os. Ce n'était pas un poids qui se levait, c'était une chaîne qui se brisait. Je regarde Thomas retourner les hamburgers sur le grill, ses mains burinées guidant celle, plus petite, de Zoé sur la spatule. Elle pousse un cri de joie alors que les flammes jaillissent lorsque le steak se retourne. « C'est ça, ma grande !»« Tu as le coup de main !» dit-il en lui ébouriffant les cheveux. Le soleil de fin d'après-midi se déverse sur notre jardin, projetant de longues ombres sur la table de pique-nique où Denise et Marc disposent assiettes, serviettes et condiments avec une familiarité aisée. Leur rire traverse la pelouse, une bande-son que je croyais autrefois réservée aux films sur la vie des autres. « Maman, papy dit que je suis la meilleure cuisinière de hamburgers de 3 régions !» crie Zoé, sa voix forte et claire. Aucune trace du murmure fragile qui hantait les couloirs de l'hôpital 2 ans auparavant. « Seulement 3 ?» je réponds en attrapant le pichet de citronnade. « Je dirais au moins 5 !» Marc croise mon regard de l'autre côté du jardin et me fait un clin d'œil. Les rides du sourire autour de ses yeux se creusent, racontant une histoire de tempête surmontée
et de soleil inattendu. Le portail du jardin s'ouvre alors que les voisins arrivent avec une tarte aux pommes maison. Notre petite réunion s'anime de voix et de mouvements. Une famille choisie qui s'agrandit en cercle concentrique de chaleur. Plus tard, pendant que Thomas serre la glace, Zoé tire sur ma manche. Elle me tait en d'un papier, les couleurs des crayons de cire vivent sur le fond blanc. « Je nous ai dessiné », annonce-t-elle. 5 personnages se tiennent main dans la main sous un soleil jaune. Marc, moi, Zoé au milieu, Thomas et Denise nous flanquant. Chaque visage arbore un large sourire arc-en-ciel. C'est magnifique, mon cœur. Mon doigt trace le dessin. Zoé fronce les sourcils. Lily à l'école a 2 mamies et 2 papis. Comment ça se fait que moi, je n'en ai qu'un de chaque? La question reste coincée dans ma gorge. Je m'agenouille pour la regarder dans les yeux, ses yeux si semblables aux miens. La famille, ce n'est pas toujours ceux qui partagent ton sang, dis-je, choisissant mes mots avec le soin de quelqu'un qui connaît leur poids. Parfois, c'est ceux qui choisissent de t'aimer, quoi qu'il arrive. Sa sagesse de 7 ans examine cela. Comme quand papy Thomas m'a appris à pêcher dans mon lit d'hôpital? Exactement, comme ça. Elle hoche la tête, satisfaite, et court aider Denise à servir la tarte. Marc me tend une enveloppe arrivée dans le courrier du jour. L'adresse de l'expéditeur de Laurine me surprend. À l'intérieur, une carte me remercie pour la subvention de la fondation finançant son nouveau cabinet de thérapie. Dans sa lettre, elle mentionne Benoît, qui lutte mais fait enfin face à ses erreurs. Mes parents vivent maintenant dans un petit appartement, leur manoir ayant disparu depuis longtemps. Cette mention ne suscite rien en moi, ni satisfaction, ni chagrin. J'observe l'installation du pique-nique d'été de mon entreprise dans le parc de l'autre côté de la rue. 50 employés et leurs familles se rassemblant sous des bannières, annonçant une couverture santé complète pour tous. 3 boursiers de notre programme de design aident à disposer les tables. Leur parcours reflète ma propre lutte, mais leurs avenirs sont plus prometteurs. Depuis les marches du perron, j'observe Zoé au piano que Thomas lui a acheté à Noël dernier. Ses doigts, autrefois attachés à des perfusions, dansent maintenant sur les touches. Le moniteur cardiaque qui suivait autrefois sa survie est rangé dans une boîte à souvenirs à l'étage. Un rappel de ce qui a failli être et de ce qui est. Mon journal de gratitude est ouvert à côté de moi. L'entrée du jour dit simplement « J'ai tout ce qui compte ». Une lumière dorée nous baigne tous alors que le soleil entame sa descente. Non pas l'éclat froid de la richesse, mais la lueur chaude de la suffisance. J'ai cru un jour que la vengeance aurait le goût de la victoire. Le moment où mes parents réaliseraient ce qu'ils avaient perdu. Mais la vraie paix est venue en construisant quelque chose de significatif au lieu de détruire ce qui m'avait blessé. La plus grande vengeance n'était pas dans leur chute, mais dans la création d'un bonheur qu'ils ne pouvaient pas toucher. Mon regard balaie notre cercle dépareillé et parfaitement complet. La famille, ce n'est pas qui vous doit quelque chose, c'est qui est présent. La musique douce du piano de Zoé flotte dans l'air, se mêlant au rire du parc et au grésillement final du barbecue. Chaque note semble être une affirmation de vie, une célébration silencieuse de notre résilience. Marc revient s'asseoir à côté de moi, posant sa tête sur mon épaule. Nous n'avons pas besoin de parler. Le silence entre nous est rempli de tout ce que nous avons traversé et de tout ce que nous sommes devenus. Ce n'est pas une fin de conte de fées, mais quelque chose de bien plus réel et de bien plus précieux. Une paix durement gagnée, construite non pas sur les ruines du passé, mais sur les fondations solides de l'amour, du choix et de la présence. Le soleil disparaît sous l'horizon, laissant derrière lui un ciel teinté de rose et d'orange. C'est la fin d'une journée, mais pour nous,
c'est le début de beaucoup d'autres, toutes remplies de la certitude simple que nous sommes à la maison.